Nat, laisse cette bestiole tranquille, lançai-je, alors que cette dernière restait accroupie, le visage à quelques centimètres à peine de la toile. Je m'approchais de mon petit rejeton, tandis que ses petits doigts agiles saisissaient une fourmi qui passait par là. Elle me la montra avec fierté, avant de la laisser tomber dans le piège de l'araignée qui accaparait tant son attention. Le petit insecte se débattit dans la toile gluante avant d'être saisi par un arachnide qui se mit à l'emballer comme un futur cocon. Ma fille regardait cette scène d'un air fasciné. « Tu sais, Nat, c'est pas très gentil pour la fourmi ce que tu viens de faire. » Elle se retourna vers moi avec de grands yeux, presque étonnée. « Mais papa, si on ne donne pas à manger à l'araignée, elle va mourir de faim. » Je ne pus m'empêcher d'émettre un léger rire devant cet argument. Nathalie se releva, laissant l'arachnide à son repas, et partit à la recherche d'autres petites bêtes. Ça faisait au moins 1 heure que nous étions dehors à marcher, et nous n'avions même pas parcouru 500 mètres. La curiosité de ma petite fille en était la cause. Après avoir admiré un quelconque coléoptère, Nathalie traversa la rue pour aller voir un massif de fleurs violettes. Je la suivis, comme à mon habitude, d'un pas serein. Soudain, ma fille lança un petit cri aigu avant de se précipiter vers moi, bras ouverts, un air paniqué sur le visage. Je la réceptionnai avec une étreinte. « Eh, qu'est-ce qui se passe, mon trésor ?» Papa! Elle me pointa le massif fleuri, le bras tremblant. Des paillons! Je regardai la direction qu'elle m'indiquait, en plissant les yeux. Un couple de papillons dansait chaleureusement. Leurs ailes brunes, orlées de points orange, frémissant au gré de leurs mouvements légers et fluides. Je me mis à rire. Ce sont juste 2 papillons. C'est pas dangereux, tu sais. Les papillons, c'est pas gentil. Ah bon? Pourquoi? Souris-je, en remarquant que mon enfant aimait les araignées, mais était terrorisé face à de si ravissants insectes. Hier soir, des papillons m'ont attaqué. Je t'avais appelé, mais t'es pas venu. Du coup, je me suis cachée sous la couverture. Je lui ai ébouriffé les cheveux. T'as juste fait un rêve, c'est tout. C'était un mauvais rêve. Mais non! Je te dis que c'est vrai! S'énerva-t-elle, en fronçant les sourcils, au point d'en devenir ridicule et attachante. Oh, bah, si tu le dis, finis-je par répondre, en me forçant à prendre un air à peu près sérieux. Quelques secondes plus tard, Nathalie repartit en exploration, me tournant le dos. Mais cette fois, elle avait l'air d'avoir un peu moins d'entrain. Je l'observais, un peu distrait. Il y avait une chose sur laquelle elle avait sans doute raison. Si elle m'avait appelé après s'être réveillée de son cauchemar, je n'avais pas dû l'entendre. Faute à mes somnifères, que j'avalais depuis le divorce. Je me promettais de ne pas en prendre ce soir, pour au moins être présent si ma fille se retrouvait à nouveau tourmentée par un songe effrayant. Il était 1 heure du matin passé. Je regardais le plafond. Impossible de fermer l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à elle, à notre déchirante séparation. Comme chaque nuit, les regrets me rongeaient. Un cri horrifié me sortit alors de mes idées noires. C'était Nathalie. Me disant que finalement, j'avais bien fait de laisser mes médicaments dans leur boîte, je me levai, sortis de la pièce et traversai le couloir pour me rendre dans sa chambre. Ma fille était au coin de son lit, contre le mur, la couverture ramenée vers son torse. Elle ne manqua pas de m'apercevoir dès mon arrivée. Après tout, la nuit était claire. Des paillons! J'allumai la lumière. Il y avait bien 2 papillons de nuit dans la chambre. Il y en avait tout plein, et il y avait un monstre avec de gros yeux blancs. Elle m'observait. Tes larmes dégringolaient le long de ses joues rebondies. Sans attendre, je la pris dans mes bras et la réconfortai, lui assurant qu'elle avait de nouveau fait un mauvais rêve. Je lui promettais aussi de chasser les papillons de sa chambre. Mais, papa, c'est vrai, je l'ai vu. Avec ses petites mains, elle dessina dans l'air une sorte de forme en amande de la taille d'une balle de tennis avant d'ajouter « Comme ça, ils étaient, ses yeux. » Nat, soupirai-je. Pourquoi tu me crois pas? Je lui expliquai que les monstres n'existaient pas et qu'il n'y avait rien à craindre. Toutefois, je me demandais si la séparation entre sa mère et moi ne l'avait pas bouleversé au point de provoquer ce genre de réaction. Des paralysies du sommeil, des hallucinations, voire même un début de schizophrénie. L'angoisse me gagna alors que je m'efforçais de calmer Nathalie. Après une bonne heure d'échange, je pus finalement la recoucher et retourner m'étendre de mon côté. J'avais assuré à Nathalie que si quelque chose réapparaissait, je viendrais aussitôt, dès son premier appel.
et je me jurais de ne plus toucher aux somnifères de sitôt. Mon devoir de père m'imposait d'être présent pour ma fille, si ses visions revenaient. Je n'envisageais toutefois pas d'informer sa mère de ceci. Du moins, pas encore. Après tout, cela n'était arrivé que 2 fois tout au plus. Il n'y avait pas de quoi paniquer. Les heures passèrent. J'avais enfin réussi un peu à me rassurer. Mes paupières s'alourdissaient. Quand soudain, un hurlement étouffé arriva à mes oreilles. Ce cri avait quelque chose d'anormal. Une poussée d'adrénaline passa dans mes veines. Je me redressai, comme traversé par un choc électrique, et me précipitai dans la chambre de Nathalie. La porte claqua contre le mur, tant je m'étais dépêché. Et ma fille? Mon enfant n'était plus dans son lit. Non. Elle était au-dessus. Je la voyais léviter dans la pénombre, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Sa tête touchait presque le plafond. Mes cordes vocales furent paralysées, tout comme mes muscles. Je voulais me jeter sur ma fille, l'arracher à cette force invisible qui la suspendait de la sorte. Le soleil de printemps commençait à émettre ses premiers rayons, éclairant Nathalie, qui semblait maigrir à vue d'œil. Ses os se dessinaient déjà sous son pyjama grisâtre, et sa peau se fripait comme celle d'une orange. Puis elle retomba sur son lit, comme une marionnette à laquelle on aurait coupé ses fils. Je restai ébahi quelques instants, devant son corps désarticulé. Mes muscles finirent enfin par me répondre, et je m'avançai vers mon enfant, dont le poitrail désormais osseux ne se soulevait plus. Mes jambes tremblaient, comme si à chaque pas elles allaient céder. Quand je la pris dans mes bras, elle était terriblement légère. Le tissu sur son ventre s'enfonçait tellement que j'aurais pu croire qu'il n'y avait plus d'organes en dessous. Sa peau froissée était sèche. Ses membres pendaient, comme ceux d'une poupée en chiffon. Sans que je les sente s'enfuir sous mes yeux, des larmes s'écoulèrent. Mes genoux heurtèrent le sol. Je venais de perdre, en un instant, ce qui comptait le plus à mes yeux. Et le pire, c'est que je ne comprenais même pas ce qu'il s'était passé, ni même pourquoi c'était arrivé. Je m'efforçais de me dire que c'était juste un rêve. Or, tout était bien réel. Je sentais le corps qui se refroidissait sur mes avant-bras. Je voyais cette expression presque inhumaine qui étirait son visage dans une forme de stupeur douloureuse et épouvantée. Une odeur acide, de mousse et de pollen semblait étrangement envahir la pièce. Je tentais d'assembler tout ce que Nathalie m'avait raconté. Je me demandais s'il n'y avait pas vraiment eu un monstre. Au niveau de son ventre creux, son pyjama comportait un trou. D'une main tremblante, je le soulevai pour découvrir une blessure bleue sur son abdomen, comme si on lui avait planté un crayon au-dessus du nombril. Je ne voyais plus comment raisonner. Mon cœur saignait, comme poignardé par ce drame. Un papillon volta, jusqu'à se poser sur la pommette saillante de ma défunte fille. Je le chassai d'un revers de main, avant d'en apercevoir 3 autres passer dans mon champ de vision. Puis à mes côtés, une respiration retentit. Une respiration plus profonde et retenue que celle d'un être humain. Je déglutis et tournai la tête sur le côté. J'entreaperçus 2 espèces de jambes recouvertes d'un pelage bleu délavé et presque épineux. Ses pieds étaient terminés par des griffes aux formes si incongrues que je ne pouvais pas savoir à quelle sorte d'animal j'aurais pu les attribuer. N'osant pas regarder l'entièreté du monstre, je détournai la tête en fermant les yeux. Par pitié, allez-vous-en! Je sais pas ce que vous êtes. Et laissez-moi tranquille. La fin de ma phrase se brisa dans un sanglot. J'étais sans doute à côté du meurtrier. Mais si c'était le cas, comment se faisait-il que je pouvais désormais le voir? L'idée de me venger me passa par l'esprit, mais la peur m'empêcha d'agir. Mon corps ne fit rien d'autre que davantage resserrer ma fille contre moi. Je sentis alors la chose se déplacer et me contourner. Ses pas étaient accompagnés de sons évoquant celui de drap que l'on fait bruisser. Je le sentis ensuite s'accroupir devant moi. Sa présence m'écrasait, comme s'il possédait une aura sombre et lourde qui s'appuyait sur ma conscience. Je craignais d'ouvrir les yeux, d'être face à l'atroce visage de ce monstre. J'imaginais 2 gros yeux incolores et globuleux, comme me les avait décrits Nathalie. La chose resta là. Elle attendait, sans doute désireuse d'apercevoir le regard épouvanté de sa prochaine victime. Mais après tout, séparée à jamais de ma petite chérie, ayant perdu ma fille unique, avais-je encore une chance de me reconstruire? Avais-je ne serait-ce encore qu'une raison de vivre? J'entendis la chose se redresser. Je pressentais qu'un coup brutal me briserait, qu'une lame transpercerait ma chair,
Aucun sort me dévorerait de l'intérieur. Mais rien. Rien ne venait. Je n'entendais plus la chose. D'une paupière hésitante, j'ouvris un œil, puis l'autre. Et j'étais de nouveau seul, avec la dépouille de mon trésor. L'odeur atroce du pollen et de la mousse était plus forte. J'étais censé attendre les résultats de l'autopsie. Je ne savais pas ce qui était le plus éprouvant, entre annoncer le décès de Nathalie à mon ex-femme et offrir une nouvelle version des faits aux policiers. Jamais on ne m'aurait pris au sérieux si j'avais parlé du monstre. Du coup, j'avais simplement dit avoir retrouvé mon enfant ainsi, après l'avoir entendu hurler. Je m'étais donc retrouvé en garde à vue. Je craignais presque qu'à cause de la blessure au ventre de ma fille, je ne sois accusé de son meurtre. Bien qu'au point où j'en étais, ça n'avait plus vraiment d'importance. Mais ces maigres craintes s'envolèrent quand on me libéra quelques jours après. On ne m'avait même pas donné les résultats de ce qui avait pu être trouvé sur la dépouille. Tout ce que je savais, c'est qu'on avait prévu l'enterrement de mon trésor pour la fin de la semaine. Mon ancienne compagne me chargea par ailleurs des derniers papiers. Elle me détestait davantage, sans doute plus que mon imagination n'aurait pu l'estimer. J'étais désormais convaincu de ne jamais pouvoir renouer les liens avec elle. Et après tout, à sa place je lui en aurais voulu aussi, pour la mort de notre enfant. Je dirais d'ailleurs que je ne me pardonnerai jamais pour mon inaction. Elle était sous ma garde, sous ma responsabilité, et je n'avais même pas pu la protéger. J'y déambulais dans ma maison, comme un fantôme, telle l'ombre de moi-même. Je voyais et revoyais encore des scènes, aussi bien celles fatidiques du drame que celles joyeuses et amusantes de notre vie quotidienne passée. Juste là, dans la cuisine, j'imagine encore Nathalie poser les lardons et les morceaux d'oignons sur une tarte flambée. Elle tentait bien souvent d'écrire des mots avec, ou même de dessiner. Une fois, j'avais reconnu une tête de renard, et elle m'avait disputé, affirmant que je me trompais. Papa, regarde, il a pas les oreilles d'un renard. C'est un chat comme le gros patapour de maman. Nous avions beaucoup ri ce jour-là. Les 2 nuits suivantes, j'avais pris un cachet de somnifère supplémentaire, plus par facilité que par nécessité. J'espérais peut-être inconsciemment ne jamais me réveiller à la suite d'une overdose. Vider la boîte me passa même par l'esprit. Je n'arrivais même pas à me résoudre à retourner au travail. Après tout, ils trouveront bien un remplaçant. La créature ne réapparaissait pas. J'en venais à remettre encore en doute ce que j'avais vécu, à me demander si tout ça n'était pas un délire, un rêve éveillé. La vue des papillons, et même de la plupart des insectes volants me terrifiait, devenant une véritable phobie. J'avais la sensation de commencer à perdre l'esprit, au point qu'il m'était arrivé d'apercevoir une chauve-souris à 4 ailes passer dans le ciel un soir, et de voir un instant une silhouette se décoller d'un tronc de platane. J'avais fini par ne presque plus sortir. Je me commandais de quoi m'alimenter via des applications, vivant sur mes maigres économies et mon congé maladie. Des économies que je réservais autrefois pour les futures études de Nathalie. La semaine me parut durer des années. La veille du jour fatidique de la cérémonie funèbre, je me réveillais un peu après le lever du jour. La cause de cela n'était autre qu'un message faisant sonner mon portable. Je l'avais branché, en oubliant une fois de plus de le mettre en silencieux. L'écran m'éblouit quand je lus le SMS de mon ex-femme, me rappelant froidement l'horaire auquel je devais retrouver les autres pour l'enterrement. Je m'assis sur mon lit, laissant un soupir s'échapper d'entre mes lèvres gercées. Une démangeaison va alors irriter ma joue. Croyant tout d'abord au premier moustique de l'année, j'écrasai ma main libre sur ma pommette, retirant la vie à l'insecte qui s'y trouvait. Toutefois, ce dernier me paraissait bien plus gros que prévu. J'observais dans ma main la bestiole éclater. Mon sang ne fit qu'un tour. C'était un papillon de nuit. Je tournai la tête dans la pièce. Les lépidoptères se comptaient par dizaines. Mon cœur se souleva dans ma poitrine alors que je bondissais du matelas, prenant la direction des escaliers dans le but de sortir de la maison au plus vite. J'allais mettre les pieds dans les marches quand une ombre m'apparut de tout en bas. Une ombre hérissée, avec une tête bien trop ovale pour être humaine. Ne cherchant pas à en savoir davantage, je rebroussai chemin, me précipitant dans la salle de bain. Cette porte avait un verrou. Je tournai la poignée, entrai dans la pièce et claquai la porte derrière moi. Je tournai la clé dans la serrure sans pour autant la retirer. Je reconnus ce pas feutré, accompagné de voiles bruissants. Je reculai de la porte, manquant de tomber dans la baignoire. J'observais derrière moi. La fenêtre était si petite, trop petite pour que le monstre y entre, mais trop étroite aussi pour que je puisse l'utiliser comme échappatoire. J'étais coincé. Dans ma main crispée,
je tenais toujours le portable. Et j'avais du réseau, et il possédait de la batterie. J'étais si heureux d'avoir comme coutume de le mettre à chercher pendant la nuit. Sans attendre une seconde, je composais le 17. Je redoutais qu'on me mette en attente, mais finalement ce ne fut pas le cas. Une voix féminine me demanda presque immédiatement la raison de mon appel. Am, je repris ma respiration. Un type est entré chez moi, et il tente de me tuer, je vous en supplie, envoyez une équipe de toute urgence. Je mentais, certes, mais je préférais que les policiers soient témoins malgré eux de la présence du monstre, plutôt que de perdre du temps dans un débat avant d'être pris pour un fou. On me tira alors de ma réflexion. Monsieur, calmez-vous. Donnez-moi votre nom et votre adresse. Je m'exécutais avant d'ajouter. Écoutez, je suis à l'étage, c'est dans la salle de bas. Et je suis complètement coincé, et j'ai rien pour me défendre, et... La poignée subit une pression, comme si derrière, on tentait de la baisser. Puis, comme si la chose avait un éclair de lucidité, l'objet se mit à tourner. Mais fort heureusement, le verrou assurait encore ma sécurité. Et il va entrer. Nous envoyons immédiatement une équipe à votre domicile. Ne raccrochez surtout pas. Oui, bien sûr. La poignée fut relâchée et reprit son angle initial. Il y eut un instant de silence avant que la porte ne vibre sous le coup d'un choc. J'ai mis un petit cri de stupeur et d'effroi. Monsieur, que se passe-t-il ? Il tente de défoncer la porte. Je posai le téléphone sur l'évier avant de pousser les rares meubles de la pièce contre le battant en bois qui menaçait de céder. Je repris ensuite l'appel pour entendre. Monsieur, répondez. Je suis là. La porte trembla face à un nouvel assaut. Le stress intense me fait oublier de respirer alors que ma tête semblait bouillir. Un claquement survint soudainement, mais au rez-de-chaussée. Notre équipe est sur place. Je suis toujours en haut. C'est la seconde porte à gauche après avoir monté les escaliers. J'entendis que l'on montait à pleine vitesse. Une voix masculine se fit entendre. Elle s'adressait au possible agresseur, lui demandant de se montrer. Je fus surpris. La chose s'était déjà enfuie. Les pas de policiers firent des allers-retours à l'étage, puis m'assurèrent que je pouvais sortir. La femme au téléphone me proposa de raccrocher. Hésitant, je coupai l'appel et retirai le mobilier devant la porte avant de l'ouvrir. Ce qui ne fut pas évident puisque le verrou s'était tordu. Un duo en uniforme m'attendait derrière. Nous n'avons trouvé aucune trace de votre agresseur. La déception m'empoigna l'estomac. Toutefois, pas une seule seconde les deux hommes ne remirent en question le fait que j'avais subi une attaque. En effet, leurs collègues avaient entendu les fracas subis par la porte, qui était par ailleurs légèrement endommagée. Nous descendîmes dans le salon, et les policiers commencèrent à m'interroger sur ce qui s'était passé. Je commençai à leur narrer les événements, remplaçant une fois de plus le monstre par un homme que je n'avais pas eu le temps de bien voir. Mon regard allait d'un de mes interlocuteurs à l'autre avant de se stopper net. Au fond de la pièce, devant la fenêtre, à contre-jour, il y avait une masse. Une chose me dépassant de 2 têtes au moins, et possédant bien plus de 4 membres. Les deux agents, sans doute interloqués par mon comportement et la fixation de mon regard, prirent la décision d'observer en direction de ce qui accaparait tant mon attention. Et contre toute attente, ils se retournèrent de nouveau vers moi. L'un d'eux prit la parole. « Vous allez bien ? Vous êtes tout pâle ?» Un frisson me parcourut, et à contre-cœur, je décrochai mes orbites de l'entité que je peinais à distinguer en détail. Je n'arrivais pas à concevoir qu'aucun des deux n'avait réussi à la voir, et je comprenais encore moins pourquoi la créature restait là-bas, au fond, statique, comme par pure provocation ou menace. Je répondis avec un temps de retard. Je vais bien, merci. Je crois que je suis juste encore un peu sous le choc. C'est rien. Les deux hommes armés m'incitèrent à les suivre au commissariat, aussi bien pour déposer une plainte que m'interroger sur la possible similitude entre cette agression et le décès si récent, étrange et prématuré de ma fille. Ils m'annoncèrent aussi qu'ils enverraient régulièrement une brigade tourner autour de chez moi durant les prochains jours, entre autres pour s'assurer que le potentiel criminel ne rôdait plus. Je ne sortis pas avant la fin de la matinée, moyennement rassuré. Je fus carrément raccompagné à mon domicile, et je ne savais plus ce qui me terrifiait le plus entre l'extérieur étrange et ma bâtisse, potentiellement dangereuse. Et pire encore, je n'arrivais toujours pas à réaliser que ces agents n'avaient pas vu la créature en se retournant, alors que pourtant, elle était bien là. Je méditais, songeant au fait que la première fois, quand elle avait tué Nathalie, je ne l'avais pas aperçue non plus. Devait-on la croiser un certain nombre de fois pour qu'elle nous devienne perceptible? Ou alors, est-ce qu'il fallait toucher une de ses victimes pour ça? Ou bien est-ce que le monstre lui-même
décide d'être visible à telle ou telle personne. Ainsi, j'enchaînais mes théories, toutes plus farfelues les unes que les autres, mais cherchant laquelle serait la plus plausible. Je redoutais de remettre les pieds à l'intérieur. Je me demandais si je ne ferais pas mieux d'aller ailleurs. Mais où? Le reste de la famille avait coupé les ponts. C'est un miracle, si certains venaient pour l'enterrement. Mon ex-femme ne voudra jamais de moi. Mes collègues me prendront pour un type envahissant. Un hôtel serait trop cher, d'autant plus si je restais sur une période prolongée. Et surtout, rien ne garantissait que cette chose ne me suivait pas à la trace. Je restais pour l'instant dans le jardin. Bien que le terrain soit assez vaste, il était mal entretenu, faute de moyens, de temps et surtout de motivation. Quelques arbres desséchés gisaient çà et là, et le tout était délimité par une haie qui devrait être taillée plus régulièrement. Je marchais, pensif, me grattant l'œil en vitesse. Soudain, mon regard tomba sur un papillon aux ailes ivoire. Je fis demi-tour, m'enfermant chez moi. Il y avait toujours cette amère odeur de pollen. Je fermai la porte à double tour, et puis mon orbite me démangeait à nouveau. Et plus inquiétant que ça, mes bras aussi commençaient à me gratter. L'air était lourd. Je m'avançai et observais mon environnement, habituellement si familier. Et un détail me frappa. Au sol et sur les rideaux, il y avait des poils raides comme de la paille et fins comme ceux d'un chat. Ils étaient d'un bleu délavé. J'en inspectais un alors que l'angoisse me gagnait. Et s'il était toujours là? Je me retournai pour à nouveau sortir, tandis qu'un bruissement parut dans mon dos. Je sentis alors une douleur aiguë me frapper au-dessus des reins. Je lâchai un cri de stupeur et de douleur avant de m'effondrer sur le ventre. Par réflexe, je plaçai ma main dans mon dos pour toucher quelque chose de dur et de râpeux. Je ne savais pas ce que c'était, mais je n'eus même pas le temps de m'interroger. Quelque chose me retourna. Le monstre était là, devant moi. Il avait donc simplement attendu que je revienne. Mes yeux me piquaient. J'avais une sensation dans la peau, de plus en plus désagréable. Mais ce n'était rien, comparé à ce que je ressentais dans mon échine. C'était comme un fluide glacé, s'écoulant depuis la zone de ma plaie et se répandant dans mon organisme. Je voulais prendre la fuite, même en sautant d'une fenêtre s'il le fallait. Or, mes jambes ne répondaient plus. Non pas par terreur, mais elles ne répondaient vraiment plus, comme si elles n'étaient plus que faites de glace. Ou plutôt comme si je ne l'en possédais plus. Je me frottais de nouveau les yeux, souhaitant au moins rendre ma vue plus nette. Et ce geste me demanda un effort herculéen. Mes bras et mes mains commençaient aussi à se rigidifier. Je fixais la chose. Cette créature informe, avec des yeux blancs, énormes et en forme d'amande, qui me regardait d'un air totalement impassible. Sa tête ovale possédait des antennes, mais aussi des sortes de mandibules qui ressemblaient plus à des petites pattes de crabe. Et ses bras, si c'étaient des bras, deux, immenses, provenaient des épaules, et deux autres, dont l'un s'achevait par un dard, émergeaient de ses clavicules. Une dernière paire sortait de ses flancs. Ces derniers membres étaient si chétifs qu'on aurait dit qu'ils étaient restés à un stade embryonnaire. Ses jambes étaient tordues et se mêlaient à un tissu translucide qui provenait probablement de son dos. Les bouts de cette étoffe fine et écailleuse étaient déchirés. Son corps mêlait des fibres de muscles et de plaques de carapace couvertes de duvet. Suite à cette simple observation, je découvris que je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps, tel un tétraplégique. Même mes cordes vocales refusaient de s'animer. Une peur incontrôlable s'empara de mon âme. Mes yeux s'embuaient. Je ne pouvais plus passer mes doigts dessus pour mieux voir. Je battais des paupières, et même ça commençait à devenir difficile. Respirer était un supplice exténuant. Ma poitrine devenait terriblement douloureuse. Le monstre insectoïde se pencha au-dessus de moi, m'inspectant. Je me sentais devenir une bête de foire ou un repas convoité. Puis, elle sortit de mon champ de vision. Je ne pouvais plus m'ouvrir la tête pour observer ce qu'elle faisait, mais elle était toujours là, si proche. Je le sentais. Je sentis soudainement un pic plongé dans mes côtes. Je voulus hurler à plein poumon. Une souffrance indescriptible passait dans tout mon ventre. C'était comme des épines qui me brûlaient de l'intérieur, comme un couteau chauffé à blanc qui brassait dans mes tripes, comme un acide liquéfiant mes organes et se répandait en fluide visqueux. Mes rétines fixaient le plafond. Je me sentais partir. Et pourtant,
et j'étais encore conscient, subissant la douleur jusqu'à la dernière palpitation de mon cœur, jusqu'à ce que la machine enraya entre mes côtes devienne aussi dure que du bois, pour ensuite être réduite à l'état de bouillie comestible. Il était 20h. Les policiers faisant leur ronde ce soir-là décidèrent de sonner à la porte de cet homme, qui s'était fait agresser le matin même. Mais ils n'eurent aucune réponse. Ils auraient pu s'en aller, mais malgré la pénombre grandissante, les lumières de la bâtisse restaient éteintes. Les 3 agents auraient pu se dire que l'homme était simplement passé chez une connaissance, notamment parce qu'il devait se sentir en danger, seul chez lui. Or, un mauvais pressentiment les tiraillait. Ils contactèrent le commissariat, qui appela directement sur le portable de l'ancienne victime. Personne ne décrochait. Et pourtant, l'un des hommes armés entendait vaguement le portable sonner, tout près de la porte d'entrée. Alarmé, ce dernier entreprit de faire un rapide tour de l'habitation. Il ne manqua pas de remarquer que l'une des fenêtres du rez-de-chaussée était grande ouverte. Un peu contre sa morale, il prit la décision de s'introduire, aussitôt suivi par son collègue qui désapprouvait cette façon de pénétrer un espace privé. C'est alors qu'ils retrouvèrent le propriétaire des lieux, ou du moins sa dépouille. Yeux exorbités, bouche grande ouverte, la peau collante et fripée. Son corps semblait dépourvu de muscles et d'organes internes. C'est comme s'il ne restait plus que les os et l'enveloppe externe. Ces morts venaient s'additionner à celles que l'on ne parvenait pas à expliquer. Un mystère de plus reposait désormais dans les archives de l'humanité.